Candice Parchment, 15 ans, n'était pas seulement une jeune fille ordinaire, elle était une adolescente pleine de vie et passionnée par l'écriture. Comme de nombreuses adolescentes, elle tenait secrètement un journal intime dans lequel elle racontait en détail son quotidien, ses joies et ses peines. Et c'est ce journal intime qui va révéler des indices troublants sur ce qui lui est arrivé, un peu comme si sa voix surgissait d'outre-tombe pour obtenir justice. Bonjour à tous, ici Morgiane. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire bouleversante où des secrets enfouis, des amitiés trahies et un combat pour la justice vont se croiser. Que s'est-il réellement passé cette nuit fatidique et comment le journal intime de Candice Parchment a-t-il permis aux enquêteurs de résoudre l'affaire? Accrochez-vous bien et préparez-vous à découvrir l'histoire glaçante de Candice Parchment. Candice a disparu. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la ville de Forest Park, près d'Atlanta, dans l'État de Géorgie. Candice, 15 ans, est une lycéenne, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle se lève tôt le matin, va en cours, rentre à la maison, fait ses devoirs et sort parfois avec des amis le week-end. Une routine bien rodée pour cette jeune fille originaire de Jamaïque. Sa mère et elle ont émigré aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure et Candice compte bien profiter de cette chance pour se faire un nom. Parce qu'en effet, elle est passionnée par la littérature et l'écriture et s'imagine pourquoi pas devenir dans un avenir proche une auteure à succès ou une journaliste de renom. Ce qu'elle ne sait malheureusement pas, c'est que le 28 avril 2010 marquera un tournant dans sa vie. Ce jour-là, Candice part le matin en cours, vêtue de sa veste préférée, une veste en fausse peau de serpent recouverte de strass. En fin d'après-midi, sa mère, Kafiane Iyat, s'impatiente. Voilà plusieurs heures qu'elle est censée être rentrée du lycée, mais que fait-elle? Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée à la maison? Si au début, Kafiane, la mère de Candice, s'imagine lui passer un véritable savon, plus les heures passent, plus la colère fait place à de l'inquiétude. 6 heures plus tard, son instinct maternel lui dit qu'il y a un problème. Ce n'est pas dans les habitudes de sa fille de disparaître ainsi sans donner de nouvelles à sa famille. Alors, elle alerte la police du comté de Clayton pour signaler la disparition de Candice. Là, je suis sûre que vous devinez bien ce que la police lui dit. Une adolescente qui disparaît après le lycée. Oh, c'est certainement une fugue. Patience, patience, dans quelques heures, ou quelques jours tout au plus, elle réapparaîtra à la maison la bouche en cœur pour s'excuser de son absence si soudaine. D'autant plus que je ne vous l'ai pas encore dit, mais au même moment, la mère de Candice reçoit un texto de sa fille disant « Je suis dans le Tennessee ». Ce message, bien que très succinct, rassure encore plus les policiers qui ne doutent plus de la thèse de la fugue. Le lendemain, Kafiane reçoit un autre message « Je vais bien ». Mais pour la mère qui connaît bien son enfant, ces messages n'ont pas de sens. Elle a l'impression qu'ils ne viennent pas de sa fille et elle a un très très mauvais pressentiment. Les jours, les semaines, les mois passent et Candice ne réapparaît pas. Du moins pas de la façon qu'on aurait aimé. Une terrible découverte. Le 24 octobre 2010, un promeneur se balade vers un raccourci qui passe dans les bois. Quand il aperçoit un matelas abandonné. Mais il y a comme une sorte de masse en dessous, quelque chose est dissimulé. Piqué par la curiosité, il sort du sentier et regarde ce qui se cache en dessous de ce matelas. Et là, il découvre un squelette humain. La police est immédiatement alertée, la priorité c'est de figer ce qui semble sans aucun doute être une scène de crime et il faut aussi identifier la victime. L'identification va s'avérer être plutôt simple puisqu'il retrouve sur le corps les mêmes vêtements que ceux portés par Candice le jour de sa disparition. Rappelez-vous, la veste en peau de serpent avec des strass. Le médecin légiste confirme l'identification et la thèse de l'homicide. Candice Parchment est officiellement identifiée et est morte de plusieurs coups de couteau portés à la poitrine.
Son corps a été retrouvé qu'à une centaine de mètres de chez elle, sur la rue Sylvia Drive, à proximité d'une décharge et à proximité aussi du raccourci qu'elle prenait régulièrement pour rentrer du lycée. L'enquête peut commencer, mais elle s'avère compliquée car les investigateurs ne trouvent pas sur les lieux du crime de réels indices susceptibles de les guider vers le ou les auteurs des faits. Une expérience effrayante. Pour remonter plusieurs pistes, la police doit étudier la victime et les personnes qui gravitent autour d'elle, c'est ce qu'on appelle la victimologie. Du côté de la famille, il n'y a rien à signaler. Candice avait d'excellentes relations avec sa mère, pas de conflit, pas de violentes disputes. Du côté des voisins, rien non plus. Maintenant, il faut s'intéresser aussi à l'ambiance générale au lycée Forest Park Hill où étudier l'adolescente et interroger ses camarades de classe. On le sait bien, un établissement scolaire, c'est comme une société miniature. Il peut y avoir des conflits, des disputes, des querelles, des jalousies et du harcèlement. Candice avait un ami proche du nom de Mylik Hamlet. Et si ce garçon était impliqué dans la mort de l'adolescente? Après tout, les pires crimes sont souvent commis par des proches des victimes. Le téléphone du jeune homme est perquisitionné et analysé. Mylik a échangé plusieurs messages avec la victime avant sa disparition, mais il n'y a rien de suspect. Il a aussi un alibi pour le soir de sa disparition. Cette piste est alors abandonnée, le jeune homme est mis hors de cause. Bon, les investigateurs ont fait le tour des proches de Candice et ont fait chou blanc. Maintenant, il vient quand même le moment d'envisager que le tueur ne soit qu'un inconnu qui se serait peut-être attaqué à la victime sans réel mobile, par simple opportunisme. Dans le secteur où vit les Parchment, une jeune femme de 17 ans a disparu au cours de sa pause déjeuner, quelques mois après la disparition de Candice. Est-ce que ces deux disparitions pourraient-elles être liées entre elles? On aurait peut-être affaire à un tueur en série, qui sait? Le 16 octobre 2010, le corps de Monica Ambris Herrera, la deuxième disparue, est retrouvé dans un immeuble abandonné à Jonesboro, à proximité d'Atlanta. Elle aussi a été poignardée. Le tueur de Monica, lui, cette fois a été identifié et mis en prison en attendant son procès où il est accusé de pas moins de 51 chefs d'inculpation, c'est énorme. Il s'agit d'un certain Artemio Hernandez, un immigré clandestin de 31 ans, qui est aussi accusé de plusieurs vols et du meurtre d'une autre femme de 61 ans, Maria Gloria Galvan de Rivera, au cours d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Les enquêteurs vont le voir en prison, à Alamo, pour l'interroger et tenter de lui soutirer des aveux sur l'affaire Candice Parchment. Mais Artemio nie tout en bloc. Il n'y est pour rien dans la mort de Candice. Et finalement, les policiers abandonnent aussi cette piste. Parce qu'en réalité, ils n'ont aucune preuve contre Artemio Hernandez dans cette affaire et ils avaient misé sur des aveux et ça n'a pas marché. Ils pensent que de toute façon, si Artemio avait réellement tué Candice, il aurait certainement avoué parce que déjà, avec tous les crimes qui lui sont reprochés, il va en avoir pour la perpétuité. Les enquêteurs n'abandonnent pas pour autant, puisqu'il leur reste une ultime piste à explorer, celle de Trey Jenkins, une connaissance de Candice qui s'est avérée, après avoir creusé son passé, avoir été condamné pour avoir abusé de deux adolescentes qu'il aurait attirées chez lui. Mais ce jeune homme a un alibi pour le jour de la disparition de Candice, donc il est lui aussi écarté de la liste des suspects. Vous vous dites certainement comme moi, bon, on a fait le tour, chaque nouvelle piste trouvée par les enquêteurs ne mène à rien. L'affaire est finalement difficile à résoudre, la famille de Candice a besoin de réponses pour avancer et faire son deuil, mais il est évident qu'on tend de plus en plus vers le cold case. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais parfois, quand tout espoir semble perdu, il y a un coup de chance, un tour du destin qui débloque d'un coup toute la situation, et c'est exactement ce qui va se produire dans cette affaire. Le 10 octobre 2011, Kafian, la maman de Candice, appelle les autorités. Elle a une information cruciale à leur fournir. Elle préparait ses cartons pour son futur déménagement et en rangeant les affaires de sa défunte fille, elle a trouvé le journal intime de Candice, un joli petit carnet dont la couverture est décorée d'une image de la fée Clochette. Elle l'a ouvert pour le feuilleter
et est tombée sur des écrits qui ne la laissent pas indifférente et qui pour elle peuvent s'avérer cruciaux dans cette affaire. Sur une des pages du journal daté du 5 janvier 2010, Candice décrit avoir vécu, je cite, une expérience effrayante. En fait, elle décrit en détail comment un soir, où elle est sortie en douce pour retrouver deux amis masculins qu'elle connaît du lycée, ces derniers l'ont sournoisement attirée dans une maison abandonnée pour la piéger. Elle s'est pris des coups de râteau sur la tête, puis lorsqu'elle est tombée au sol, ses deux prétendus amis ont tenté d'abuser d'elle et de l'étrangler. Elle s'est débattue de toutes ses forces et heureusement, elle a réussi à s'en sortir indemne lorsque ses deux assaillants ont pris la fuite, pensant avoir été repérés par quelqu'un de l'extérieur. Candice s'en sort donc de cette attaque. Elle va bien physiquement, du moins, parce que psychologiquement c'est une autre histoire, je n'ose même pas imaginer à quel point elle a dû être traumatisée, au point qu'elle a voulu se soulager de ce poids en décrivant dans les moindres détails l'agression dans son journal. La police, elle, n'avait jamais entendu parler de cette affaire d'agression, car suite à des menaces, Candice aurait décidé de ne pas porter plainte. La mère de Candice n'était même pas au courant non plus. Dans son journal, elle désigne clairement ces deux garçons comme étant Marshall O'Brien Hickman et Jermaine Robinson. Je le précise, Germaine, en anglais, c'est un prénom masculin. Donc rien à voir avec Mémé Germaine. Et ça y est, les enquêteurs ont enfin la piste qu'ils attendaient depuis tout ce temps pour faire avancer l'affaire. Ils ont deux noms et comptent bien exploiter cette piste. Et ils placent donc Jermaine Robinson en garde à vue et rendent visite à Marshall Hickman, 19 ans, qui lui en fait est déjà en prison pour une autre affaire de cambriolage. Commençons par Marshall. Marshall, le jeune homme. Et ils vont marcher aussi pour aller le voir. Donc, il raconte aux policiers que la dernière fois qu'il a vu Candice vivante, c'était le jour de sa disparition, à proximité du terrain de basket à Sylvia Drive. Candice était sur le point d'emprunter le raccourci à travers les bois pour rentrer chez elle. Quand elle l'a vu, elle l'aurait salué. Par contre, il explique avoir remarqué qu'elle était suivie de près par un homme étrange d'origine hispanique, mais qu'il n'a pas réagi. Donc, résumons, il voit son ami être suivi par quelqu'un de bizarre, et lui, il reste planté là. En tout cas, c'est sa version, il dit ne rien savoir d'autre. Germaine lui livre une version un peu plus crédible. Il explique au cours de sa garde à vue que lui, il n'y est pour rien du tout, mais que c'est Marshall qui a tué Candice. Ce dernier aurait eu peur qu'elle les dénonce et aurait donc décidé de la tuer avant qu'elle ne parle de son agression. Face à ces révélations, les enquêteurs revoient Marshall une deuxième fois et le confrontent au témoignage de Germaine. Ils lui disent aussi qu'ils ont retrouvé son ADN sur le cadavre de Candice. En réalité, ils n'ont trouvé aucun ADN sur le corps, mais c'est un petit mensonge qui va bien les aider puisque Marshall avoue tout et va finalement raconter ce qui s'est réellement passé. Le 28 avril 2010, Candice rentre à pied chez elle en prenant son raccourci habituel. Le raccourci la fait passer juste devant le bâtiment où vit Marshall. Il l'aperçoit et la suit discrètement. Une fois dans les bois, il l'attrape par derrière avec son bras et commence à serrer le cou de la jeune fille pour, dit-il, essayer de lui parler. Et là, il ne sait pas trop comment, ni pourquoi, il serre un peu plus son bras autour de son cou et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle meure. On note qu'il ne parle pas des coups de couteau et nie formellement l'avoir poignardée. Visiblement, il ne dit pas toute la vérité. Il dissimule le corps sous un vieux matelas abandonné et précise que pendant plusieurs mois, en fait, il revient régulièrement sur la scène du crime, histoire de s'assurer que le corps n'a toujours pas été découvert. En juillet 2012, 2 ans après le meurtre effroyable de Candice Parchment, le tueur est enfin appréhendé par les autorités. Marshall O'Brien Hickman est inculpé de meurtre au premier degré et sera condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À cela s'ajoutent 20 ans de prison pour avoir essayé d'abuser d'elle. Jermaine Robinson, lui, est aussi arrêté pour avoir tenté d'abuser de la jeune femme et sera condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme. L'histoire de Candice Parchment est aussi tragique que poignante. Une adolescente pleine de rêves, brutalement arrachée à la vie, mais dont les propres mots ont fini par lui rendre justice. Grâce à son journal, Candice a laissé derrière elle une pièce maîtresse du puzzle. Un témoignage silencieux qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à ses agresseurs et son tueur.
Cette affaire nous rappelle à quel point il est crucial de prêter attention aux signaux, aux mots écrits ou exprimés qui peuvent parfois être la clé d'une vérité cachée. Candice n'est malheureusement plus là pour raconter son histoire, mais ses écrits ont permis de révéler la vérité et de s'assurer que ceux qui lui ont fait du mal soient tenus responsables. Une victoire amère mais essentielle pour sa famille et pour sa mémoire. Concernant Artemio Hernandez, accusé entre autres des meurtres de Mónica Ambris Herrera et Maria Gloria Galván de Riviera, il a été condamné en 2017 à 7 peines de prison à vie, plus 255 ans de prison, parce que oui, aux États-Unis ça ne rigole pas, les peines sont cumulables. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire des coups de couteau. Alors moi ça me perturbe parce que pourquoi est-ce que Marché aurait avoué avoir tué la jeune femme en l'étranglant, mais aurait totalement refusé d'avouer que c'est lui qui a donné les coups de couteau? Ça me fait me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il avait un complice, peut-être Germaine, et il a peut-être voulu le protéger? Mais dans ce cas, pourquoi le protéger? Dans la mesure où, souvent, quand il y a des complices, au contraire, ils essaient de s'accuser l'un l'autre pour essayer d'avoir une peine un peu plus légère? Ou est-ce que quelqu'un aurait découvert le corps sans vie, aurait décidé de donner des coups de couteau? Je ne sais pas, c'est juste ce petit point qui n'a pas été éclairci dans l'affaire qui me perturbe. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Et quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes et surtout, choisissez bien vos amis, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. À bientôt.